Sous les plaines volcaniques de la Cappadoce, en Anatolie centrale, s'étend un réseau souterrain d'une ampleur remarquable. Derinkuyu, découverte dans sa véritable étendue lors de travaux de rénovation en 1963, descend sur au moins 18 niveaux et aurait pu abriter, selon certaines estimations archéologiques, plusieurs milliers de personnes à la fois. La roche de tuf volcanique dans laquelle elle fut creusée, tendre, malléable, mais se consolidant à l'exposition à l'air, offrait un matériau naturellement propice à ce type d'excavation. Les premières grandes traces d'occupation humaine dans la région remontent à l'âge du bronze, bien que les phases majeures de construction et d'expansion demeurent difficiles à dater avec précision. Ce que les archéologues peuvent affirmer avec certitude, c'est que ce lieu fut utilisé, abandonné, réutilisé et progressivement oublié au fil des siècles avant d'être redécouvert. La question de ce qui motiva une telle entreprise collective, la peur, la guerre, la religion ou simplement la contrainte climatique, reste ouverte, et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que l'archéologie invite à une réflexion mesurée. Il existe dans la géologie de l'Anatolie centrale une coïncidence remarquable entre la nature du sol et la capacité humaine à le transformer. La Cappadoce repose sur des dépôts de tuf volcaniques, une roche formée il y a environ 9 à 10 millions d'années par les éruptions successives des volcans Erciyes et Hassan. Ce tuf, mélange solidifié de cendres, de lapilli et de fragments pyroclastiques, présente une caractéristique mécanique particulièrement favorable à l'excavation humaine. Il est relativement tendre lorsqu'on le coupe, mais se durcit progressivement au contact de l'air, formant une surface plus résistante après exposition. Cette propriété n'est pas anecdotique. Elle signifie qu'un outil de pierre ou de métal peut entamer la roche sans effort excessif, mais que la cavité creusée acquiert ensuite une stabilité structurelle suffisante pour résister au temps. C'est, en termes pratiques, l'un des matériaux les plus adaptés à la construction souterraine que la nature puisse offrir à des populations sans technologie industrielle. Derinkuyu se situe dans la province de Nevşehir, à environ 30 km au sud de la ville éponyme, dans une plaine agricole d'apparence ordinaire. Rien en surface ne laisse immédiatement supposer ce qui s'étend en dessous. Le paysage est celui d'une région semi-aride, parsemée de formations rocheuses, érodées que les géographes appellent « cheminées de fées », des colonnes de tuf coiffées de basalte, sculptées par des siècles de vent et de pluie. Ces formations visibles en surface témoignent du même processus géologique qui rendit possible l'excavation souterraine, une érosion différentielle, lente, qui façonne la roche selon des logiques que les populations locales ont appris, au fil des générations, à anticiper et à exploiter. Les premières traces d'occupation humaine en Cappadoce remontent au Néolithique, avec des sites attestés dès le 8e millénaire avant notre ère dans des régions adjacentes. Le site de Çatal Höyük, à environ 200 km à l'ouest, illustre la densité et la sophistication des établissements anatoliens de cette période. En Cappadoce même, les traces les plus anciennes d'habitation en roches creusées sont difficiles à dater avec précision, car les couches d'occupation successives ont souvent perturbé ou effacé les indices stratigraphiques les plus anciens. Les archéologues travaillant sur la région s'accordent néanmoins pour situer les premières de formes d'habitat rupestre à l'âge du bronze, soit approximativement entre 3000 et 1200 avant notre ère, sans qu'il soit possible d'établir une date de fondation unique pour Derinkuyu elle-même. Ce point mérite d'être souligné avec soin. Derinkuyu n'est pas un monument construit en une seule phase par une civilisation identifiée. C'est un ensemble stratifié, creusé, agrandi, modifié et réutilisé sur une de la durée Mésopotamie qui couvre ancienne probablement constitue plusieurs notre millénaires. fenêtre la Chaque plus niveau, directe chaque sur couloir, chaque pièce peut correspondre à une phase distincte, à une population différente, à une nécessité spécifique. La tentation de lire ce site comme le produit d'une volonté unique et cohérente, une grande civilisation souterraine construisant d'un seul élan un refuge total, est précisément le type d'interprétation que l'archéologie invite à examiner avec prudence. La découverte moderne du site illustre bien cette complexité. En 1963, un habitant de Derinkuyu, effectuant des travaux de rénovation dans sa maison, fit tomber un mur et découvrit derrière lui une pièce souterraine inconnue. Cette pièce donnait sur un couloir qui menait à d'autres salles, puis à d'autres niveaux. L'exploration qui suivit révéla progressivement l'ampleur de l'ensemble, au moins 18 niveaux confirmés, une profondeur atteignant environ 60 mètres sous la surface, des espaces différenciés comprenant des étables, des pressoirs à vin et à huile, des celliers, des chapelles, des puits,
et des systèmes de ventilation. La capacité d'accueil estimée par certains archéologues varie considérablement selon les sources, oscillant entre 10 000 et 20 000 personnes, des chiffres qui doivent être compris comme des ordres de grandeur approximatifs, non comme des données établies. Ce que la roche conserve, c'est la trace du geste. Les marques d'outils sont encore visibles sur certaines parois, témoignant d'un travail manuel long, patient, collectif. On observe des encoches régulières, des surfaces lissées, des angles calculés. Ce n'est pas le travail d'une population en fuite creusant dans l'urgence. C'est le produit d'une planification, d'une transmission de savoir-faire, d'une intention maintenue sur des générations. La roche, dans ce sens, n'est pas seulement un matériau, elle est une archive, et comme toute archive, elle contient autant de silence que de réponses. La première question que pose Derinkuyu n'est donc pas celle de la peur, c'est celle du temps. Combien de générations furent-elles nécessaires pour creuser ce qui existe ? Qui enseigna à qui comment tailler ce tuf sans provoquer l'effondrement ? Quelles décisions collectives déterminèrent la profondeur à atteindre, la surface à occuper, les fonctions à distribuer entre les niveaux ? Ce sont ces questions, lentes, structurelles, ancrées dans la matière, qui constituent le véritable point de départ d'une compréhension honnête du site. Pour comprendre Derinkuyu dans sa dimension historique, il est nécessaire de replacer la Cappadoce dans le contexte géopolitique et culturel de l'Antiquité proche-orientale. Cette région d'Anatolie centrale n'a jamais été un espace périphérique ou isolé. Elle se trouvait au contraire au carrefour de plusieurs grandes dynamiques historiques qui, depuis le IIIe millénaire avant notre ère jusqu'à l'époque byzantine, firent d'elle un territoire de passage, de contact, de tension et d'échange. Comprendre ces dynamiques, c'est commencer à comprendre pourquoi une population aurait pu, à un moment ou à plusieurs moments de son histoire, juger nécessaire de creuser sous la terre. L'empire hittite, dont le cœur se trouvait précisément en Anatolie centrale avec sa capitale Hattusa, domina la région entre environ 1650 et 1200 avant notre ère. Les Hittites furent l'une des grandes puissances du bronze récent, rivalisant avec l'Égypte de Ramsès II et les royaumes de Mésopotamie. Leur territoire couvrait une grande partie de l'Anatolie et la Cappadoce se trouvait dans leur sphère d'influence directe. Les textes hittites, découverts en grande quantité à Hattusa et progressivement déchiffrés depuis le début du XXe siècle, décrivent une société hautement organisée, dotée d'une administration complexe, d'une tradition juridique élaborée et d'une pratique religieuse syncrétique intégrant de nombreuses divinités locales. Ces textes mentionnent des villes et des territoires de la région, mais ne fournissent pas de références explicites et certaines à Derinkuyu ou à un réseau souterrain comparable. Ce silence textuel est en lui-même une donnée archéologique. Il ne signifie pas que les Hittites ne connaissaient pas le site ou ne l'utilisaient pas. Il signifie que nous ne disposons pas encore de la documentation qui permettrait de l'établir. Les archives de Hattusa, bien que volumineuses, sont lacunaires et de nombreux aspects de la vie provinciale hittite restent de mal documentés. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la fin de l'Empire hittite, vers 1200 avant notre ère, coïncide avec l'une des crises les plus profondes de l'Antiquité, l'effondrement de l'âge du bronze. Cet effondrement, un phénomène encore débattu parmi les historiens et les archéologues, vit la disparition quasi simultanée de plusieurs grandes civilisations méditerranéennes et proche-orientales. L'Empire mycénien, l'Empire hittite, le royaume d'Ougarit, les structures palatiales égéennes, tous s'effondrèrent ou se transformèrent radicalement dans un intervalle d'environ 50 ans, entre 1200 et 1150 avant notre ère. Les causes proposées incluent des invasions de populations désignées dans les sources égyptiennes comme les peuples de la mer, des sécheresses prolongées attestées par des carottages palynologiques, des séismes, des ruptures des réseaux commerciaux et probablement une combinaison de plusieurs de ces facteurs agissant de manière cumulative. Pour la Cappadoce, cet effondrement signifiait la fin de la structure politique hittite et l'entrée dans une période d'instabilité dont les contours restent difficiles à reconstituer précisément. C'est dans ce contexte post-effondriste que certains archéologues situent une phase possible d'intensification de l'usage souterrain en Cappadoce. Sans empire central pour assurer la protection des populations rurales, sans infrastructures militaires organisées, des communautés locales auraient donc pu développer ou approfondir des refuges préexistants comme réponse pratique à l'insécurité. Cette hypothèse est cohérente avec la logique de l'effondrement, mais elle reste une interprétation, non une conclusion établie par des données stratigraphiques directes.
La période qui suivit vit la Cappadoce traverser plusieurs dominations successives, les royaumes néo-hittites d'abord, puis l'expansion assyrienne qui atteignit l'Anatolie à plusieurs reprises entre le 9e et le 7e siècle avant notre ère. L'empire achéménide perse intégra ensuite la région dans sa satrapie de Cappadoce à partir du 6e siècle. Alexandre le Grand traversa l'Anatolie à la fin du 4e siècle, et la Cappadoce devint un royaume hellénistique semi-indépendant, avant d'être finalement incorporé à l'Empire romain en 17 de notre ère. Cette succession de pouvoirs, chacun apportant ses propres structures administratives, militaires et culturelles, façonna une région habituée à l'adaptation, à la négociation et à la survie sous des autorités changeantes. Ce contexte géopolitique est fondamental pour comprendre la logique fonctionnelle de Derinkuyu, un espace souterrain capable d'abriter des milliers de personnes avec leurs animaux, leurs réserves alimentaires et leurs équipements essentiels, n'est pas une curiosité architecturale. C'est une infrastructure de survie collective, pensée et maintenue sur la longue durée. Sa logique n'est intelligible qu'en relation avec les menaces réelles ou perçues qui pesaient sur les populations de la région à différentes époques. Et ces menaces, raids nomades, invasions militaires, instabilité politique, pression fiscale excessive, sont abondamment documentées pour la Cappadoce à travers plusieurs périodes historiques distinctes. Il convient également de mentionner la présence, dès le début du 2e millénaire avant notre ère, de marchands assyriens établis en Cappadoce dans des comptoirs commerciaux appelés Karoum. Le Karoum de Kanesh, à proximité de l'actuel Kultepe, a livré des milliers de tablettes cunéiformes documentant des échanges commerciaux intenses entre l'Assyrie et l'Anatolie. Ces archives constituent la première documentation écrite abondante sur la région. Elles ne mentionnent pas Derinkuyu, mais elles attestent que la Cappadoce était, bien avant l'Empire hittite, un espace intégré dans des réseaux économiques et politiques larges, un espace où les populations locales avaient l'habitude de coexister avec des puissances extérieures, parfois de manière conflictuelle. C'est donc une région ancienne, complexe, stratifiée dans ses identités et ses histoires, que nous devons garder à l'esprit lorsque nous descendons dans les niveaux de Derinkuyu. Chaque couloir porte en lui plusieurs siècles de décisions humaines accumulées. L'une des approches les plus rigoureuses pour comprendre la fonction de Derinkuyu consiste à examiner ce que les textes anciens disent et ne disent pas sur la pratique du refuge souterrain en Anatolie. Les archives hittites de Hattusa, aujourd'hui conservées en grande partie au musée des civilisations anatoliennes d'Ankara et dans plusieurs institutions européennes, représentent l'une des collections documentaires les plus importantes du Proche-Orient ancien. Elles comprennent des traités diplomatiques, des rituels religieux, des textes mythologiques, des instructions administratives, des chroniques royales et des correspondances diverses. Leur déchiffrement, initié par le linguiste tchèque Bedřich Hrozný en 1915, a ouvert une fenêtre exceptionnelle sur la société hittite. Parmi ces textes, certains décrivent des pratiques liées à la protection des populations en temps de danger. Les instructions militaires hittites mentionnent des procédures d'évacuation, des systèmes de signalement des invasions et des protocoles de rassemblement des civils dans des espaces fortifiés. Ces espaces sont généralement décrits en sortant comme des structures en surface, des villes fortifiées, des citadelles, des greniers surveillés. La référence explicite à des refuges souterrains à grande échelle est, à ce jour, absente de la documentation hittite connue. Cela ne constitue pas une preuve négative définitive, mais c'est une réalité documentaire qu'il serait inexact d'ignorer. Certains chercheurs ont proposé de lire dans les textes mythologiques hittites des échos symboliques de l'espace souterrain comme lieu de refuge ou de transition. Le mythe de Telipinu, divinité hittite de la fertilité qui disparaît sous terre, provoquant le dessèchement du monde avant d'être rappelé à la surface, a été interprété comme une métaphore du cycle agricole, mais aussi comme une représentation culturelle de la descente et du retour. De même, le récit du dieu de l'orage et du serpent Iluyanka, qui se déroule partiellement dans des espaces souterrains ou cachés, a alimenté des discussions sur la symbolique chtonienne dans la religion hittite. Ces parallèles mythologiques sont intellectuellement stimulants, mais ils ne constituent pas une documentation directe de pratiques architecturales souterraines. L'enjeu de cette distinction est important. Il existe une tendance, dans certaines formes de vulgarisation historique, à traiter les mythes comme des mémoires codées d'événements réels. Si cette approche peut parfois appeler mytho-histoire, a produit des résultats intéressants dans des contextes précis,
Comme certaines recherches sur les récits de déluge en relation avec des événements géologiques documentés, elle doit être maniée avec une grande prudence méthodologique. Un mythe de descente sous terre ne prouve pas l'existence d'une ville souterraine, pas plus qu'un mythe de vol ne prouve l'existence d'un aéronef ancien. La distinction entre représentation symbolique et réalité architecturale est une exigence de base de l'analyse historique. Ce que les textes hittites révèlent de manière plus directement pertinente pour Derinkuyu, c'est la nature des menaces qui pesaient sur les populations anatoliennes du deuxième millénaire. Les chroniques royales hittites décrivent des campagnes militaires tantôt répétées, des razzias de populations rivales, des destructions de villages et de récoltes. Les lettres diplomatiques, notamment celles échangées avec l'Égypte lors de la période de paix suivant la bataille de Kadesh en 1274 avant notre ère, révèlent un monde où la violence interétatique était structurelle et où la sécurité des populations civiles dépendait directement de la capacité des structures politiques à maintenir une défense efficace. Lorsque ces structures s'effondrent, comme ce fut le cas vers 1200 avant notre ère, les populations rurales se retrouvent exposées sans protection institutionnelle. C'est dans ce contexte que la logique d'un refuge souterrain commence à prendre une cohérence fonctionnelle. Non pas comme une réponse à une menace unique et identifiée, mais comme une infrastructure de survie adaptée à un environnement d'insécurité chronique. Les populations de Cappadoce, vivant dans une roche facilement excavable, disposant d'un avantage matériel considérable pour développer ce type de solution. La question n'est pas tant qu'est-ce qui les a effrayés que dans quel type de monde vivaient-ils et quelles ressources avaient-ils pour y répondre. Les textes de la période néo-assyrienne, couvrant approximativement les 9e et 7e siècles avant notre ère, apportent un éclairage complémentaire. Les annales des rois assyriens Tiglath-Pileser III, Sargon II et Sennachérib décrivent des campagnes en Anatolie avec une précision géographique et une brutalité documentée qui expliquent, sans qu'il soit besoin de spéculer, pourquoi des populations rurales auraient cherché à se rendre invisibles. Ces textes décrivent des villes rasées, des populations déportées, des récoltes incendiées. Face à de telles forces, la stratégie du refuge souterrain, disparaître sous la terre avec ses ressources vitales jusqu'au passage de la menace, représente une réponse rationnelle et défendable. Il est également important de mentionner les textes de la période byzantine, nettement plus tardifs mais plus explicitement liés à la Cappadoce. Plusieurs auteurs byzantins et hagiographes chrétiens mentionnent des populations chrétiennes se réfugiant dans des espaces souterrains lors des invasions arabes des 7e et 8e siècles de notre ère. Ces références, bien que postérieures de plusieurs siècles aux phases probables de construction initiale de Derinkuyu, confirment que l'usage du site comme refuge est historiquement attesté pour au moins une période précise. Elles ne prouvent pas que c'est pour cette seule raison que le site fut construit, mais elles ancrent sa fonction dans une réalité documentée. La critique textuelle impose donc une conclusion nuancée. Les textes anciens ne confirment pas directement la construction de Derinkuyu, ne la datent pas et n'en décrivent pas explicitement les usages les plus anciens. Mais ils décrivent avec précision le type de monde dans lequel une telle infrastructure aurait eu une valeur de survie évidente. L'absence de mention explicite dans les sources hittites peut s'expliquer par plusieurs facteurs. La nature administrative et rituelle de la grande majorité des archives de Hattusa, le fait que la documentation provinciale rurale est très peu conservée et la possibilité que le site ait connu ses phases d'usage les plus intenses à des périodes postérieures à l'Empire hittite. Ce que les textes nous donnent, en définitive, c'est un cadre de compréhension. Ils nous montrent un monde où la violence était structurelle, où les populations rurales étaient vulnérables et où les ressources locales, dont une roche facilement excavable, pouvaient être mobilisées pour créer des espaces de protection. Derinkuyu s'inscrit dans ce cadre non pas comme une anomalie mystérieuse, mais comme une réponse cohérente à des conditions historiques identifiables. La question de sa construction demeure ouverte dans ses détails chronologiques, mais sa logique fonctionnelle appartient au registre de l'histoire humaine ordinaire face à l'insécurité. L'histoire de Derinkuyu ne peut être lue uniquement à travers le prisme des conflits humains. Les sciences de l'environnement ont profondément transformé, au cours des 3 dernières décennies, notre compréhension des facteurs qui ont conditionné l'essor et le déclin des civilisations antiques.
En Anatolie centrale, les données paléoclimatiques offrent un cadre interprétatif essentiel pour comprendre pourquoi des populations auraient pu, à certains moments, développer des stratégies de survie aussi radicales qu'un habitat souterrain à grande échelle. Les carottes de glace prélevées dans les glaciers anatoliens et les analyses polyniques effectuées sur des sédiments lacustres de la région ont permis de reconstituer les grandes tendances climatiques de l'Anatolie centrale sur plusieurs millénaires. Ces données indiquent que la région a connu des oscillations climatiques significatives, avec des périodes de sécheresse prononcées, alternant avec des phases de précipitations plus abondantes. L'une des périodes les plus documentées est le méga-drought du Bronze tardif, une sécheresse prolongée qui affecta une large bande allant de la Méditerranée orientale à la Mésopotamie entre environ 1200 et 1150 avant notre ère. Cette sécheresse est aujourd'hui considérée par plusieurs chercheurs, dont Brandon Drake et Joseph Manning, comme l'un des facteurs contributifs majeurs à l'effondrement des civilisations du Bronze récent. Pour la Cappadoce spécifiquement, une sécheresse prolongée aurait eu des conséquences directes sur les conditions de vie des populations rurales. La région est naturellement semi-aride, avec des précipitations annuelles modestes et une agriculture fortement dépendante de l'irrigation ou de pratiques adaptées à la sécheresse. Une réduction significative des précipitations pendant plusieurs décennies aurait compromis les récoltes, réduit les pâturages disponibles et créé une pression démographique et alimentaire considérable. Dans ce contexte, un espace souterrain offre des avantages climatiques directs. Une température stable, une humidité relative constante, une protection contre les vents desséchants de surface. Les niveaux inférieurs de Derinkuyu maintiennent une température d'environ 13 à 15 degrés Celsius toute l'année, ce qui représente un avantage non négligeable pour la conservation des aliments dans un environnement de surface soumis à des variations thermiques importantes. Il serait cependant inexact de réduire la logique de Derinkuyu à une simple réponse climatique. Les températures froides des niveaux inférieurs, si elles favorisent la conservation des aliments, rendent également ces espaces difficiles à habiter confortablement sur de longues périodes. L'humidité, la faible luminosité et le risque d'accumulation de dioxyde de carbone dans des espaces mal ventilés constituent des contraintes physiologiques réelles. Les systèmes de ventilation de Derinkuyu, des puits verticaux d'une sophistication remarquable, certains atteignant 50 mètres de profondeur, témoignent de la conscience que ces constructeurs avaient de ces contraintes. Mais même avec ces systèmes, une occupation prolongée et dense des niveaux inférieurs aurait représenté un stress physique et psychologique considérable. Ce paradoxe, un espace à la fois protecteur et contraignant, est au cœur de la question que pose Derinkuyu. Une population ne s'enferme pas volontiers sous terre, à moins que les conditions de surface ne soient jugées plus dangereuses ou plus difficiles que les contraintes souterraines. Cette logique de comparaison des risques est universelle dans l'histoire des comportements humains face à la menace. On n'abandonne pas le confort de l'habitat de surface sans raison impérieuse. Les raisons peuvent être multiples et simultanées, menaces militaires, sécheresse, instabilité politique, mais elles doivent être suffisamment puissantes pour justifier le coût collectif de la descente. Les données dendrochronologiques, l'étude des cernes de croissance des arbres anciens, apportent un éclairage complémentaire sur les conditions climatiques de l'Anatolie à différentes périodes. Des analyses effectuées sur des séquences de cernes provenant de bois anciens préservés dans des sites archéologiques anatoliens indiquent même des épisodes de stress hydrique intense correspondant à des périodes de sécheresse sévère. Ces épisodes, identifiables comme des séquences de cernes particulièrement étroits, coïncident dans certains cas avec des phases de perturbations culturelles documentées archéologiquement. Cette corrélation ne constitue pas une relation de causalité directe, mais elle renforce l'hypothèse selon laquelle les pressions environnementales ont joué un rôle dans les dynamiques d'adaptation des populations cappadociennes. La question de l'eau mérite une attention particulière dans le cas de Derinkuyu. L'un des aspects les plus remarquables du site est la présence de puits d'eau profonds qui traversent plusieurs niveaux. Ces puits, dont certains descendent jusqu'aux niveaux les plus bas du complexe, auraient permis aux occupants d'accéder à des nappes phréatiques sans remonter en surface. Cette infrastructure hydraulique est techniquement sophistiquée et implique une connaissance précise de la géologie locale, notamment de la profondeur et de la localisation des nappes aquifères dans le tuf volcanique. Elle témoigne d'une planification à long terme et d'une connaissance accumulée du sous-sol qui ne s'acquiert pas en quelques années. La présence de ces puits internes
soulève également une question hydrologique importante. En période de sécheresse sévère en surface, les nappes phréatiques souterraines restent-elles accessibles ? Dans le contexte géologique de la Cappadoce, les aquifères du tuf volcanique sont relativement stables sur le court terme, alimentés par des infiltrations lentes et profondes. Une sécheresse de surface, même prolongée, n'affecterait pas immédiatement la disponibilité de l'eau souterraine. Ce facteur pourrait avoir constitué un avantage stratégique majeur dans un contexte de stress hydrique. La capacité à accéder à l'eau, même lorsque les sources de surface s'assèchent, représente une résilience que peu de stratégies de survie en surface peuvent offrir. Les analyses de pollen prélevées dans les sédiments de lacs proches de Derinkuyu, notamment le lac Tuz et plusieurs petits lacs salins de la région, révèlent des variations dans la composition de la végétation locale au fil des millénaires. Ces variations reflètent des changements dans le couvert forestier, dans les pratiques agricoles et dans les conditions climatiques. Certaines séquences polliniques indiquent des phases de déboisement intenses, possiblement liées à une pression agricole accrue ou à la collecte de bois de chauffe par des populations denses. D'autres séquences révèlent qu'on sent des phases de régression végétale cohérentes avec des épisodes de sécheresse ou d'abandon agricole. Ces données palynologiques ne parlent pas directement de Derinkuyu, mais elles décrivent l'environnement dans lequel ses occupants vivaient et auquel ils devaient s'adapter. En définitive, l'approche environnementale de Derinkuyu conduit non pas à une réponse unique, mais à une compréhension plus nuancée de la complexité des motivations humaines face à l'adversité. Les populations qui creusèrent et utilisèrent ce site n'étaient pas face à une seule catastrophe, mais probablement face à un environnement chroniquement difficile, marqué par des oscillations climatiques, des ressources en eau variables, une végétation vulnérable et une agriculture fragile. Dans ce contexte, le sous-sol n'était pas seulement un refuge contre la violence. Il était aussi, potentiellement, une ressource dans un paysage de surface incertain. Descendre dans Derinkuyu aujourd'hui, c'est traverser une organisation spatiale qui n'est pas le fruit du hasard. Chaque niveau, chaque type d'espace, chaque connexion entre les couloirs reflète des décisions délibérées sur la manière dont une communauté entend organiser sa vie collective dans un espace contraint. L'analyse architecturale du site révèle une logique sociale implicite, une hiérarchie fonctionnelle des espaces et une conception de la vie communautaire souterraine qui mérite d'être examinée avec attention. Les niveaux supérieurs de Derinkuyu, les plus proches de la surface, sont généralement associés aux fonctions les plus directement liées à la vie quotidienne et à la gestion des ressources. On y trouve des espaces qui ont été interprétés comme des étables, de grandes pièces aux murs portant parfois des traces d'attache pour animaux, avec des sols légèrement inclinés, facilitant l'évacuation des déjections. La présence d'animaux domestiques dans l'espace souterrain est une donnée fonctionnelle majeure. Elle implique que les occupants ne concevaient pas ce refuge comme un espace strictement humain, mais comme un environnement capable de maintenir l'ensemble de l'unité économique familiale ou villageoise, incluant le bétail qui représentait la richesse productive essentielle d'une économie agraire. À des niveaux intermédiaires se trouvent des espaces qui ont été identifiés comme des celliers et des espaces de stockage alimentaire. Des niches sont creusées dans les parois, des récipients en pierre, des pressoirs à vin et à huile dont les mécanismes sont encore partiellement en place. Ces éléments indiquent une économie alimentaire complexe et une capacité à maintenir des réserves sur des périodes prolongées. La présence de pressoirs est particulièrement significative. Elle implique non seulement le stockage de produits d'eau finie, mais la capacité à transformer des matières premières en sous-sol, ce qui présuppose l'apport de raisins et d'olives depuis la surface ou la disponibilité de matières premières stockées à l'avance. Les pièces identifiées comme des lieux de réunion ou des espaces communautaires présentent généralement des dimensions plus grandes et une configuration permettant le rassemblement de plusieurs dizaines de personnes. Certains espaces ont été interprétés, notamment pour les phases d'occupation byzantine, comme des lieux de culte ou des chapelles. La présence d'une abside creusée dans la roche, caractéristique de l'architecture religieuse chrétienne primitive, a été identifiée dans plusieurs espaces souterrains cappadociens, dont certains à Derinkuyu. Ces éléments liturgiques indiquent que l'espace souterrain n'était pas conçu uniquement comme un refuge d'urgence, mais comme un espace de vie complet, intégrant les dimensions spirituelles et communautaires de la société qui l'occupait. L'un des aspects les plus remarquables de l'organisation spatiale de Derinkuyu est son système de fermeture interne. Des portes en pierre circulaire, d'un diamètre pouvant atteindre 1,5 m et d'un poids considérable,
ont été retrouvées dans plusieurs couloirs. Ces portes, qui se déplacent sur des rainures creusées dans le sol, ne peuvent être manœuvrées que de l'intérieur. Une fois fermées, elles constituent un obstacle quasi infranchissable pour quiconque tenterait de forcer l'entrée depuis l'extérieur. Un trou central, trop petit pour laisser passer un être humain, permettait néanmoins de maintenir une communication limitée ou d'insérer une lance pour empêcher qu'on ne bloque la porte depuis l'autre côté. Ce système de fermeture révèle une préoccupation sécuritaire précise et sophistiquée. Il n'est pas conçu pour empêcher la sortie, mais pour empêcher l'entrée non désirée. Il présuppose un adversaire connu, une menace d'intrusion physique identifiée et une stratégie de résistance passive, tenir à l'intérieur plutôt que combattre à l'extérieur. Cette logique défensive est cohérente avec plusieurs types de menaces historiques, des raids rapides cherchant à capturer des personnes ou des ressources, des invasions militaires organisées ou même des conflits intercommunautaires locaux. Dans tous ces cas, la stratégie optimale pour une communauté rurale non militarisée est de se rendre inaccessible plutôt que de confronter directement l'agresseur. La distribution verticale des fonctions dans Derinkuyu suggère également une hiérarchie des espaces en fonction de leur accessibilité et de leur vulnérabilité. Les niveaux les plus profonds, les plus difficiles d'accès et les plus isolés semblent avoir été réservés soit aux fonctions les plus vitales, aux réserves alimentaires profondes, soit aux populations les plus vulnérables. Certains archéologues ont proposé que les niveaux inférieurs auraient pu servir à abriter les membres les plus fragiles de la communauté, enfants, personnes âgées, malades, dans l'hypothèse d'une intrusion dans les niveaux supérieurs. Cette interprétation est spéculative, mais elle semble cohérente avec la logique spatiale du site. La question de la gouvernance de cet espace est également pertinente. Comment une communauté organise-t-elle la gestion quotidienne d'un habitat souterrain dense ? Qui décide du moment où l'on descend et du moment où l'on remonte ? Comment gère-t-on les conflits dans un espace confiné où la fuite est impossible ? Les textes historiques ne répondent en pas à ces questions pour Derinkuyu spécifiquement, mais l'anthropologie comparative des communautés vivant dans des conditions de confinement, des bunkers de la Seconde Guerre mondiale aux habitats troglodytes contemporains, suggère que ce type d'environnement génère des formes de gouvernance locale très fortes, avec une prime donnée à l'autorité expérimentée et à la solidarité collective. La présence de connexions entre Derinkuyu et d'autres complexes souterrains voisins mérite également d'être mentionnée. Des tunnels reliant Derinkuyu à d'autres sites souterrains de la région, dont le complexe de Kaimakla, situé à une dizaine de kilomètres au nord, ont été signalés, bien que leur état actuel ne permette pas une exploration complète. Si ces connexions sont confirmées, elles suggèrent donc que Derinkuyu n'était pas un site isolé mais un nœud dans un réseau souterrain régional, impliquant une coordination entre communautés distinctes et une logique de défense ou de coopération à une échelle dépassant le simple village. Cette perspective réseau transforme significativement l'image que l'on peut se faire du site. Derinkuyu ne serait pas seulement le refuge d'une communauté, mais un élément d'une infrastructure collective plus large, impliquant des décisions politiques et logistiques d'une envergure considérable. Elle suppose des institutions capables de coordonner la construction, l'entretien et l'usage de plusieurs complexes distincts, des règles de partage des ressources entre communautés, et une mémoire collective du réseau transmise sur plusieurs générations. C'est une organisation sociale d'une sophistication qui ne cadre pas avec l'image souvent projetée de populations primitives fuyant dans la panique. Ce sont des sociétés structurées, capables de planification à long terme et de coopération à large échelle. Parmi tous les aspects techniques de Derinkuyu, les systèmes de ventilation constituent peut-être l'élément le plus révélateur de la sophistication intellectuelle de ces constructeurs. Creuser un espace souterrain est une chose. Creuser un espace souterrain capable d'accueillir des milliers de personnes en assurant un renouvellement d'air suffisant pour maintenir la vie en est une autre, d'une toute autre ordre de complexité. Les puits de ventilation de Derinkuyu représentent une solution d'ingénierie qui implique une compréhension empirique de la dynamique des fluides, la manière dont l'air chaud monte et l'air frais descend, et une capacité à traduire cette compréhension en structure durable dans la roche. Le site compte plusieurs puits verticaux principaux dont la fonction première est d'assurer la circulation de l'air entre la surface et les niveaux inférieurs. Ces puits, qui traversent l'ensemble du complexe de haut en bas, ne fonctionnent pas comme de simples ouvertures passives. Leur positionnement relatif,
leur diamètre et leur profondeur créent compte des différences de pression qui induisent une circulation d'air naturelle et continue. L'air frais descend par certains puits, tandis que l'air vicié remonte par d'autres, selon des principes thermodynamiques que les constructeurs de Derinkuyu n'auraient pas pu formuler dans les termes de la physique moderne, mais qu'ils avaient manifestement appris à exploiter de manière empirique et efficace. La précision de ce système est d'autant plus remarquable que le tuf volcanique, s'il est excellent pour l'excavation, est relativement poreux et absorbe l'humidité. Une mauvaise gestion de la ventilation dans un espace souterrain de cette densité aurait rapidement créé des conditions d'humidité et de condensation rendant l'air irrespirable et les parois instables. Le fait que Derinkuyu ait pu être utilisé de manière répétée sur des siècles, ce que l'archéologie suggère, bien que la continuité précise reste difficile à établir, témoigne de l'efficacité durable de ces systèmes. Il est important de distinguer entre les puits de ventilation et les puits d'eau, qui constituent un deuxième système distinct. Les puits d'eau de Derinkuyu descendent jusqu'au niveau inférieur et permettent l'accès aux nappes phréatiques. Ces puits les sont couverts à leurs ouvertures supérieures, une précaution qui empêche à la fois la contamination de l'eau et la possibilité pour un assiégeant d'introduire du poison dans l'approvisionnement en eau depuis la surface. Cette mesure de sécurité hydraulique est documentée dans plusieurs sources antiques traitant de la défense des places fortifiées assiégées. Elle indique que les concepteurs de Derinkuyu avaient intégré le scénario du siège dans leur planification défensive. La question de l'éclairage est indissociable de celle de la ventilation. Un espace souterrain dense utilisé à long terme nécessite des sources de lumière, généralement des lampes à huile ou des torches dans le contexte technologique de l'Antiquité. Ces sources produisent de la chaleur, consomment de l'oxygène et génèrent de la fonctionnaire de la fumée. Dans un espace mal ventilé, leur usage à grande échelle serait rapidement incompatible avec la vie humaine. Le fait que les systèmes de ventilation de Derinkuyu aient été conçus pour gérer un volume d'air suffisant implique que ces constructeurs avaient pris en compte non seulement la respiration humaine et animale, mais aussi les besoins énergétiques liés à l'éclairage et à la préparation des aliments. Des traces de suie ont été identifiées sur certaines parois, notamment dans les zones interprétées comme des cuisines ou des espaces de préparation alimentaire. Ces traces témoignent d'une utilisation réelle du feu en sous-sol et confirment que la ventilation était suffisante pour permettre cette pratique sans rendre les espaces invivables. La localisation de ces espaces de feu dans des zones proches des puits de ventilation ou dans des pièces présentant une configuration particulière de leur rapport à l'air suggère une planification délibérée de la gestion thermique et atmosphérique. L'ingénierie des puits de ventilation pose également des questions sur les outils et les méthodes utilisées pour leur creusement. Descendre verticalement dans la roche sur 50 ou 60 mètres en maintenant une trajectoire rectiligne et un diamètre constant est un défi technique considérable même pour des artisans expérimentés. Les puits de Derinkuyu présentent une régularité qui suggère l'usage de techniques de guidage, peut-être des plombs suspendus à des fils pour maintenir la verticalité, des mesures régulières du diamètre, une progression par phase avec vérification à chaque étape. Ces techniques ne nécessitent aucun outil sophistiqué, mais elles impliquent une méthodologie précise et une transmission efficace du savoir-faire entre générations d'artisans. La comparaison avec d'autres exemples d'ingénierie hydraulique et souterraine antique est éclairante. Les kanats iraniens, des canaux souterrains d'irrigation qui traversent des distances considérables sous la surface du désert, témoignent d'une maîtrise similaire de la géologie souterraine et de la circulation des fluides dans des contextes pré-industriels. Les aqueducs romains, les systèmes de drainage des mines antiques en Espagne, les citernes souterraines de Nabaté. Tous illustrent que l'ingénierie souterraine était, dans plusieurs cultures de l'Antiquité, un domaine de compétences développé et transmis avec rigueur. Derinkuyu s'inscrit dans cette tradition d'ingénierie pratique, non comme une exception mystérieuse, mais comme une expression locale d'une capacité humaine largement documentée. Ce qui distingue Derinkuyu de la plupart des autres exemples d'ingénierie souterraine antique, c'est l'échelle et la complexité de l'intégration fonctionnelle. Il ne s'agit pas d'un seul système, un puits, un canal, une citerne, mais d'un réseau de systèmes interdépendants. Ventilation, eau, circulation humaine, stockage, fermeture défensive. L'optimisation de ce réseau, dans un espace contraint en tenant compte des interactions entre ces différents composants, représente un niveau de planification systémique rarement atteint dans des contextes pré-industriels.
Ce constat n'appelle pas à des explications extraordinaires, il appelle à un respect sincère pour la capacité d'ingénierie collective des sociétés humaines pré-industrielles, trop souvent sous-estimées. Enfin, il convient de noter que les systèmes de ventilation de Derinkuyu sont aujourd'hui partiellement endommagés ou obstrués par des siècles d'abandon et de sédimentation. Les études d'ingénierie moderne effectuées sur le site ont confirmé que les systèmes encore accessibles continuent de fonctionner selon les principes thermodynamiques pour lesquels ils furent conçus. Certains puits maintiennent encore aujourd'hui une circulation d'air mesurable. Cette persistance fonctionnelle, la capacité d'une infrastructure conçue il y a peut-être 2 ou 3 millénaires à continuer de fonctionner selon ses principes d'origine, est l'un des témoignages les plus silencieux et les plus puissants de la qualité de l'ingénierie originale. L'une des erreurs les plus fréquentes dans l'interprétation de Derinkuyu est de le traiter comme un site à phase unique, construit à un moment précis, utilisé pour un but précis, puis abandonné. La réalité archéologique est considérablement plus complexe, et cette complexité est en elle-même une source d'informations précieuses sur la longue durée des dynamiques humaines en Cappadoce. Derinkuyu est un site palimpseste, un espace réécrit plusieurs fois, chaque couche d'occupation se superposant aux précédentes, parfois les effaçant partiellement, parfois les préservant par inadvertance. Le concept de stratification chronologique est fondamental en archéologie. L'accumulation des couches sédimentaires, la succession des niveaux d'occupation, la présence d'artefacts datables dans des contextes stratigraphies précis, c'est sur ces données constitutionnelles que repose la reconstitution du passé. Dans le cas d'un site souterrain comme Derinkuyu, la stratigraphie était particulièrement difficile à établir car le creusement continu des espaces détruit ou redistribue les couches sédimentaires naturelles. Un artisan creusant un nouveau couloir au IIe siècle de notre ère pouvait parfaitement traverser et disperser des dépôts datant du 2e millénaire avant notre ère sans que cela soit visible dans la roche taillée. Les fouilles archéologiques menées à Derinkuyu depuis sa redécouverte en 1963 ont permis d'identifier plusieurs phases d'occupation distinctes, mais la datation précise de chacune reste un travail en cours. Les méthodes disponibles incluent la datation par thermoluminescence de céramiques retrouvées en contexte, l'analyse des styles architecturaux comparés à d'autres sites régionaux et l'identification de modifications structurelles qui présupposent une succession temporelle. Ces méthodes appliquées avec rigueur permettent de distinguer des phases probablement hittites ou néo-hittites, des phases hellénistiques ou romaines et des phases byzantines nettement mieux documentées. La phase byzantine est la plus clairement identifiable, notamment grâce à la présence d'éléments architecturaux à symbolique chrétienne et à des sources textuelles qui, comme mentionné précédemment, font référence à l'usage de refuges souterrains en Cappadoce lors des invasions arabes des 7e et 8e siècles. Cette phase correspond à une réactivation du site après ce qui fut probablement une période d'usage réduit ou de modification architecturale. Les communautés chrétiennes de Cappadoce, qui comprenaient une proportion significative de population rurale, auraient trouvé dans les complexes souterrains existants une ressource défensive précieuse face aux raids arabes qui perturbaient régulièrement la région. Ce que l'analyse de la réutilisation byzantine révèle, c'est que le site était suffisamment bien connu et entretenu pour être mobilisé rapidement en cas de besoin. Une infrastructure souterraine abandonnée pendant des siècles serait partiellement obstruée par des effondrements mineurs, des accumulations de sédiments et des obstructions des systèmes de ventilation. Le fait que Derinkuyu ait pu être réactivé à l'époque byzantine implique soit une continuité d'entretien minimale sur les périodes intermédiaires, soit une réhabilitation active lors de la réactivation. Dans les deux cas, cela présuppose une mémoire collective du site transmise au fil des générations, même pendant les périodes où son usage était minimal. Cette mémoire collective est elle-même une donnée historique importante. Dans les sociétés orales ou semi-orales, la transmission des connaissances tirant sur les ressources locales, la localisation des sources d'eau, les propriétés des sols, les itinéraires de transhumance et, dans ce cas, l'existence et l'accès à un réseau souterrain se fait généralement par des pratiques de transmission intergénérationnelle intégrées dans la vie quotidienne. Des récits, des noms de lieux, des pratiques rituelles liées à certains espaces, autant de vecteurs possibles par lesquels la connaissance de Derinkuyu aurait pu être maintenue vivante même pendant des périodes de faible utilisation. La question des périodes d'abandon est également révélatrice.
Si Derinkuyu fut abandonné à plusieurs reprises, c'était que les conditions qui avaient rendu son usage nécessaire avaient temporairement cessé. Un abandon signifie un retour à la normalité, un retour à la surface, à l'agriculture, à la vie ordinaire. Ces retours à la normalité, aussi silencieux dans le registre archéologique que les périodes d'usage intense, sont une partie essentielle de l'histoire du site. Ils indiquent en fait que ses occupants n'étaient pas prisonniers de l'espace souterrain, mais qu'ils en usaient de manière instrumentale et temporaire en fonction des circonstances. Les traces d'entretien et de modifications structurelles visibles dans le site témoignent de cet usage dynamique. Des couloirs agrandis, des pièces dont les parois portent les marques d'outils de différentes périodes, des systèmes de fermeture modifiés, des puits approfondis. Autant d'indices d'une adaptation continue du site aux besoins évolutifs de ses occupants. Cette adaptation implique une transmission active du savoir-faire, non seulement la mémoire de l'existence du site, mais la compétence technique pour l'entretenir et le modifier. Elle implique également des ressources collectives dédiées à cette maintenance, ce qui présuppose une organisation sociale capable de mobiliser du travail collectif sur des projets de longue durée. La comparaison avec d'autres sites souterrains cappadociens est instructive pour comprendre la stratification chronologique de Derinkuyu. Le complexe de Kaimak, le Euskonak, Mazi et plusieurs dizaines d'autres sites connus dans la région présentent donc des profils d'occupation similaires, avec des phases multiples et des réutilisations à travers les siècles. Cette multiplicité des sites confirme que le phénomène souterrain cappadocien n'est pas une anomalie locale, mais une pratique régionale systémique, ancrée dans une longue tradition d'adaptation à l'insécurité. Elle suggère également une coordination régionale dans la gestion de ces infrastructures, dont les modalités précises restent à documenter. Un aspect particulièrement intéressant de la stratification de Derinkuyu est la modification progressive des systèmes de fermeture. Les portes en pierre circulaires trouvées dans le site ne sont pas toutes identiques. Certaines présentent des configurations légèrement différentes, des dimensions variables, des mécanismes de verrouillage dont la conception suggère des périodes de fabrication distinctes. Cette évolution technologique des systèmes de fermeture reflète une adaptation aux menaces perçues. La nature des intrus que l'on cherchait à bloquer, les outils qu'ils pouvaient utiliser pour forcer une entrée et les contre-mesures jugées nécessaires pour y répondre. En définitive, la stratification chronologique de Derinkuyu raconte une histoire de longue durée, d'adaptation et de résilience collective. Ce n'est pas l'histoire d'une catastrophe unique ou d'une peur fondatrice, c'est l'histoire d'une communauté ou d'une succession de communautés qui maintinrent pendant des siècles une infrastructure souterraine comme ressource disponible dans un environnement d'insécurité récurrente. Cette histoire est, en un sens, plus impressionnante que n'importe quelle théorie d'une construction unique et mystérieuse parce qu'elle implique une continuité culturelle et technique d'une durée et d'une complexité considérables. La période byzantine constitue le moment le mieux documenté de l'histoire de Derinkuyu et peut-être le plus riche en sources directement liées à l'usage du site. Cette richesse documentaire ne doit pas cependant conduire à une confusion fréquente. Identifier la phase byzantine comme la phase originelle ou principale, alors qu'elle représente probablement une réactivation tardive d'une infrastructure bien plus ancienne. Les sources byzantines nous donnent une image précieuse mais partielle, focalisée sur une utilisation spécifique dans un contexte historique et religieux particulier. La Cappadoce occupe une place exceptionnelle dans l'histoire du christianisme primitif. C'est la région qui vit naître et s'épanouir au IVe siècle de notre ère, le mouvement monastique cappadocien, dont les figures majeures, Basile de Césarée, son frère Grégoire de Nice et leur ami Grégoire de Nazianze, jouèrent un rôle central dans la définition de la théologie trinitaire chrétienne et dans l'organisation de la vie monastique. Ces pères cappadociens laissèrent une œuvre écrite considérable qui, si elle ne mentionne pas explicitement Derinkuyu, décrit avec précision le contexte social, religieux et politique de la Cappadoce de leur époque. Ce contexte est celui d'une région déjà christianisée en profondeur, avec une densité remarquable de communautés monastiques et de populations rurales chrétiennes. La tradition hagiographique cappadocienne, les récits de verbes de saints locaux, mentionne à plusieurs reprises des pratiques de fuite et de refuge dans des espaces cachés lors de périodes de persécution ou de danger.
Si ces récits sont généralement difficiles à localiser avec précision, ils témoignent d'une culture du refuge souterrain ou caché intégrée dans la mémoire chrétienne cappadocienne comme pratique légitime et valorisée. Les invasions arabes du 7e siècle constituent le contexte de danger le plus directement associé à la réactivation de Derinkuyu dans les sources byzantines. À partir de 637, les armées arabes conduisirent des raids répétés en Anatolie, atteignant parfois la Cappadoce et perturbant profondément la vie des populations rurales. Ces raids, qui pouvaient en survenir sans avertissement suffisant pour permettre une évacuation organisée vers des villes fortifiées distantes, créaient une menace spécifique pour les communautés agricoles isolées. Face à cette menace, la disponibilité d'un réseau souterrain permettant de disparaître rapidement avec ses ressources vitales représentait un avantage défensif considérable. Les chroniques byzantines de la période, notamment les chronographies de Théophane le Confesseur et de Nicéphore de Constantinople, décrivent ces raids avec une précision géographique qui confirme leur impact sur la Cappadoce. Elles ne mentionnent pas Derinkuyu par nom, le site semble avoir porté des noms différents à différentes époques, mais elles décrivent des stratégies de dissimulation et de refuge adoptées par les populations rurales anatoliennes face aux raids. Ces descriptions sont cohérentes avec l'usage d'espaces souterrains comme ceux de Derinkuyu. La dimension religieuse de l'espace souterrain dans la tradition chrétienne byzantine est un aspect qui mérite une attention particulière. Les premières communautés chrétiennes avaient développé, notamment à Rome avec les catacombes, une association symbolique forte entre l'espace souterrain et certaines pratiques liturgiques, funéraires et de résistance à la persécution. Cette association n'était pas purement symbolique. Elle reflétait une expérience historique réelle de communautés qui avaient un temps utilisé des espaces souterrains comme lieu de culte clandestin dans des contextes de persécution. En Cappadoce, cette culture du refuge souterrain s'articula avec une géologie favorable et une tradition préexistante d'excavation pour produire un usage des complexes souterrains particulièrement intensif à l'époque byzantine. Les chapelles et les espaces liturgiques identifiés dans Derinkuyu témoignent de cette intégration de la dimension religieuse dans l'espace de refuge. La présence d'une abside creusée dans la roche, orientée selon les conventions liturgiques chrétiennes, indique que l'espace souterrain n'était pas seulement un abri physique, mais un espace de vie spirituelle. Les occupants pouvaient y pratiquer leur culte, y rassembler leur communauté, y maintenir les structures sociales et religieuses qui définissaient leur identité collective, même en période de confinement forcé. Cette continuité de la vie culturelle et spirituelle dans l'espace contraint est un témoignage de la résilience des communautés cappadociennes byzantines. La mémoire orale cappadocienne, telle qu'elle a été collectée par des ethnographes et des historiens locaux au XXe siècle, conserve des traces de cette association entre l'espace souterrain et la protection chrétienne. Des récits locaux évoquent des saints et des personnages légendaires associés à la construction ou à la protection des espaces souterrains, des traditions liées à certaines entrées ou puits, des pratiques de bénédiction liées à l'usage des complexes. Ces traditions orales, bien que difficiles à dater avec précision, témoignent d'une continuité mémorielle entre les usages historiques du site et la culture populaire contemporaine de la région. La période de domination seldjoukide puis ottomane de la Cappadoce, à partir du XIe siècle, marqua progressivement le déclin de l'usage actif des complexes souterrains comme refuges communautaires. La transformation politique et démographique de la région, avec l'installation de populations turques et la réduction progressive des communautés chrétiennes, modifia les dynamiques sociales qui avaient rendu cet usage nécessaire. Les complexes furent progressivement abandonnés, en partie oubliés, en partie utilisés de manière résiduelle comme caves, entrepôts ou abris temporaires. Cette transition du refuge communautaire à l'oubli partiel est elle-même historiquement révélatrice. Elle indique que l'usage de Derinkuyu n'était pas lié à une caractéristique intrinsèque de la géographie cappadocienne, mais à des conditions sociales, politiques et religieuses spécifiques qui, lorsqu'elles changèrent, rendirent cet usage moins nécessaire. L'oubli de Derinkuyu n'est pas un mystère. C'est la conséquence naturelle d'une transformation du contexte qui avait justifié sa construction et son entretien pendant des siècles. La redécouverte du site en 1963 s'inscrit dans ce contexte d'oubli progressif. Le fait qu'un habitant ait pu démolir un mur de sa maison sans savoir qu'il débouchait sur un réseau souterrain de cette envergure indique que la mémoire locale du site, si elle n'avait pas totalement disparu,
avait perdu sa précision et sa vivacité. C'est une leçon sur la fragilité de la transmission mémorielle dans des sociétés en transformation rapide. Ce que les siècles n'avaient pas effacé, quelques décennies de transformation culturelle avaient en suffi à marginaliser. Les progrès des méthodes de datation archéologique au cours des 2 dernières décennies ont profondément modifié la manière dont les spécialistes envisagent la chronologie de Derinkuyu. Ces avancées ne produisent pas de certitudes absolues. La nature du site rend toute datation précise particulièrement difficile, mais elles permettent de formuler des hypothèses mieux ancrées et d'identifier des zones d'incertitude avec plus de précision. Ce raffinement chronologique est précisément le type de progression intellectuelle que l'archéologie produit lorsqu'elle avance méthodiquement, sans chercher à confirmer des théories préexistantes. La datation par thermoluminescence, qui mesure l'énergie accumulée dans les cristaux de certains minéraux depuis leur dernière exposition à la chaleur ou à la lumière, a permis d'analyser des fragments de céramique et d'autres matériaux chauffés retrouvés dans des contextes archéologiques précis à Derinkuyu et dans des sites comparables de la région. Ces analyses ont dans certains cas suggéré des dates plus anciennes que celles initialement proposées sur la base de la comparaison stylistique des artefacts. Certains résultats pourraient indiquer des phases d'occupation remontant à l'âge du bronze, voire au chalcolithique dans les niveaux les plus profonds, bien que ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la complexité stratigraphique du site. La méthode de datation par optiquement stimulée, luminescence ou OSL, appliquée à des sédiments piégés dans des cavités ou des fissures du complexe, offre un autre outil potentiellement révélateur. L'OSL mesure le temps écoulé depuis la dernière exposition à la lumière d'un grain sédimentaire, permettant en théorie de dater le moment où ce sédiment a été enfoui dans un contexte souterrain. Les défis techniques de cette méthode dans un contexte souterrain sont considérables. La contamination des échantillons, la redistribution des sédiments par des occupations successives et la complexité des environnements lumineux dans des espaces partiellement ouverts. Mais les efforts de datation OSL entrepris sur certains sites cappadociens ont produit des résultats qui invitent à une révision des chronologies traditionnelles. Ce décalage chronologique potentiel a des implications conceptuelles importantes. Si certaines phases de construction de Derinkuyu remontent à des périodes nettement plus anciennes que ce qui était précédemment estimé, cela suggère que les populations à l'origine des premières excavations appartenaient à des cultures moins bien documentées que les Hittites ou les Byzantins. Le chalcolithique en Anatolie, période s'étendant approximativement de 6000 à 3000 avant notre ère, est une ère de transformation technologique et sociale majeure avec le développement de la métallurgie du cuivre, la croissance des établissements urbains et des changements profonds dans l'organisation sociale. Des populations de cette période auraient-elles eu les moyens et les motivations pour entreprendre les premières excavations à Derinkuyu? La question est légitime mais doit être posée avec soin. Les outils disponibles au chalcolithique, des herminettes, des pics et des burins en pierre ou en cuivre, sont parfaitement adaptés au travail du tuf volcanique. La motivation pourrait avoir été aussi simple que la recherche d'un espace de stockage frais pour les récoltes, une pratique documentée dans de nombreuses cultures agricoles préhistoriques. L'expansion progressive des premiers espaces de stockage en un réseau défensif complexe aurait pu se produire sur des millénaires, chaque génération agrandissant un espace initialement modeste en réponse à des besoins croissants. Cette hypothèse d'expansion graduelle est cohérente avec la logique architecturale du site, qui ne présente pas la régularité d'un plan unique, mais plutôt l'accumulation organique de nombreuses décisions d'excavation successives. Si l'on compare la configuration de Derinkuyu à un plan architectural délibéré, les incohérences belées sont nombreuses. Des couloirs qui s'interrompent, des espaces de dimensions irrégulières, des niveaux dont les connexions semblent avoir été ajoutées après coup. Ces irrégularités sont davantage cohérentes avec un processus d'expansion multigénérationnelle qu'avec une construction planifiée d'un seul élan. Les récentes études de géophysique appliquées à la région de Derinkuyu ont également produit des résultats intéressants. Des surveys de résistivité électrique et de radars à pénétration de sol ont détecté des anomalies souterraines dans des zones non encore fouillées autour du complexe actuellement accessible. Ces anomalies pourraient en indiquer des espaces souterrains supplémentaires non encore documentés, potentiellement d'une étendue significative.
Si ces espaces existent et sont éventuellement explorés, ils pourraient modifier considérablement notre compréhension de l'étendue totale du site et, par conséquent, des capacités d'accueil et des phases de construction. La question des connexions avec d'autres sites souterrains régionaux prend une dimension nouvelle à la lumière de ces données géophysiques. Si le réseau souterrain cappadocien est plus étendu que ce qui est actuellement documenté, une hypothèse que les surveys géophysiques rendent plausible, alors les estimations de la population qui aurait pu utiliser ce réseau doivent être révisées, ainsi que les conclusions sur l'organisation sociale et politique nécessaire pour le construire et le gérer. Ces développements récents dans la recherche sur Derinkuyu illustrent un aspect fondamental de la démarche archéologique. L'image que nous avons d'un site n'est jamais définitive. Elle est le produit des méthodes disponibles à un moment donné et des questions que les chercheurs ont décidé de poser. L'application de nouvelles méthodes, la géophysique non invasive, les techniques de datation absolue perfectionnées, l'analyse isotopique des matières organiques transforment régulièrement des certitudes établies en hypothèses provisoires et ouvrent de nouveaux champs aux champs d'investigation. Pour Derinkuyu spécifiquement, le décalage chronologique potentiel vers des périodes plus anciennes invite à une réflexion sur la continuité de l'innovation technique dans des sociétés préhistoriques ou protohistoriques souvent sous-estimées. L'idée que des populations du Chalcolithique ou de l'âge du bronze auraient pu concevoir et entamer la construction d'un réseau souterrain de cette envergure n'est pas extraordinaire. Elle est cohérente avec ce que l'archéologie de ces périodes révèle par ailleurs sur la sophistication des capacités d'organisation collective et d'ingénierie pratique des sociétés anatoliennes préhistoriques. Ce que le décalage chronologique ne justifie pas, en revanche, c'est de conclure à l'existence d'une civilisation avancée ou secrète dont Derinkuyu serait la preuve cachée. Les données disponibles indiquent une construction progressive et multigénérationnelle par des populations agricoles et pastorales locales, adaptant leurs ressources à leurs besoins dans un environnement géologique favorable. C'est une histoire de compétences humaines ordinaires déployées sur le long terme, ce qui est en définitive l'une des formes les plus impressionnantes de capacité collective que l'histoire puisse documenter. La carte de ce que nous ne savons pas sur Derinkuyu est au moins aussi importante que la carte de ce que nous savons. Cette affirmation, qui vaut pour tout site archéologique, est particulièrement pertinente pour un complexe souterrain dont une proportion significative reste non documentée, non fouillée et parfois non accessible. Dresser un inventaire rigoureux des lacunes archéologiques n'est pas un aveu d'échec. C'est une étape nécessaire pour distinguer ce qui est établi de ce qui est hypothétique et pour identifier les directions de recherche les plus prometteuses. La première lacune concerne l'étendue réelle du complexe. Les estimations actuelles, basées sur les explorations conduites depuis 1963, portent sur 18 niveaux confirmés et une superficie au sol d'environ 4 hectares. Mais plusieurs indices suggèrent que l'étendue totale du site pourrait être significativement plus grande. Des entrées d'un muret, des couloirs partiellement effondrés, des cavités identifiées de par géophysique mais non encore explorées. Autant d'éléments qui indiquent que la cartographie actuelle du site est incomplète. Sans une exploration exhaustive, un projet qui supposerait des ressources considérables et plusieurs décennies de travail, l'étendue totale de Derinkuyu reste inconnue. La deuxième lacune majeure concerne la datation des différentes phases de construction. Comme discuté dans la section précédente, les méthodes de datation appliquées au site ont produit des résultats fragmentaires et parfois contradictoires. L'absence de séquences stratigraphiques clairement préservées dans un site où l'excavation continue à perturber les dépôts naturels rend extrêmement difficile l'établissement d'une chronologie précise et fiable. Les datations disponibles permettent d'identifier des phases probables, mais elles ne permettent pas de construire une séquence chronologique continue avec des intervalles de confiance précis. Cette lacune chronologique a des conséquences directes sur les interprétations fonctionnelles du site. Si nous ne savons pas avec certitude à quelle période correspondent les différentes structures du complexe, nous ne pouvons pas avec certitude associer ces structures à des populations, des menaces ou des contextes historiques spécifiques. Les interprétations que nous faisons, ce couloir est probablement hittite, cette chapelle est certainement byzantine, reposent sur des indices architecturaux et artefactuels qui permettent des probabilités mais rarement des certitudes. La troisième lacune concerne les matières organiques. Dans un site souterrain, la préservation des matières organiques,
textile, bois, ossements, graines, cuir, est conditionné par le niveau d'humidité, la température et l'aération de l'espace concerné. Dans les conditions de Derinkuyu, avec une humidité relative significative et une température stable mais froide, les matières organiques se décomposent généralement sur des périodes de quelques siècles à quelques millénaires. L'absence de matières organiques bien préservées dans la grande majorité des espaces documentés du site prive les archéologues d'une catégorie de données essentielles: les informations sur l'alimentation, l'habillement, les outils organiques et les pratiques quotidiennes des occupants. Les rares fragments organiques découverts, quelques graines carbonisées, des traces de charbon associées à des structures de combustion, des ossements d'animaux dans certains niveaux, ont fait l'objet d'analyses, mais ils ne permettent pas de reconstituer une image complète de la vie matérielle dans le complexe. L'analyse isotopique du carbone sur des ossements humains ou animaux découverts en contexte pourrait fournir des informations précieuses sur les régimes alimentaires et les origines géographiques des populations, mais ces analyses n'ont été réalisées que de manière très limitée à Derinkuyu. Une quatrième lacune concerne les inscriptions et les textes. Derinkuyu n'a livré à ce jour aucun texte inscrit dans la roche ou sur des surfaces portables qui permettrait d'identifier les populations ayant creusé ou utilisé le site, de documenter les motivations de sa construction ou d'établir des règles d'usage. Cette absence est elle-même informative. Elle suggère soit que les populations qui utilisèrent le site n'avaient pas pour pratique de marquer les espaces souterrains d'inscriptions durables, soit que de telles inscriptions ont été effacées ou détruites, soit qu'elles restent à découvrir dans des zones non encore explorées. Dans d'autres sites souterrains cappadociens, notamment des églises rupestres, des inscriptions grecques et arméniennes ont été préservées, ce qui indique que l'absence à Derinkuyu est significative mais pas inexplicable. La cinquième lacune, peut-être la plus fondamentale, concerne la nature précise de la population ou des populations qui utilisèrent le site. L'archéologie peut décrire des structures et des artefacts, mais elle ne peut généralement pas identifier les identités culturelles, linguistiques ou ethniques des populations à partir de la seule architecture. À moins de disposer d'inscriptions, de restes biologiques analysables génétiquement ou de comparaisons artefactuelles très précises avec des cultures bien documentées, l'attribution culturelle d'un site est toujours une inférence probabiliste. Pour Derinkuyu, les phases les plus anciennes sont associées par inférence aux populations hittites ou pré-hittites de la région, mais cette association n'est pas établie par des données directes. Les recherches génétiques sur les populations anciennes d'Anatolie, un domaine en expansion rapide depuis les années 2010 grâce au progrès de l'analyse de l'ADN ancien, pourrait à terme apporter un éclairage sur les populations qui occupèrent la région à différentes périodes. Des restes humains découverts dans des contextes associés à Derinkuyu ou aux sites souterrains environnants pourraient, s'ils sont disponibles et suffisamment préservés, fournir des informations sur les affinités génétiques de ces populations avec d'autres groupes anatoliens connus. Ces analyses, ensuite, si elles sont un jour réalisées, ne répondront pas à toutes les questions, mais elles ajouteront une couche de données biologiques à l'image actuellement très lacunaire que nous avons des occupants du site. L'inventaire de ces lacunes conduit à une conclusion épistémologique importante. Beaucoup des affirmations qui circulent sur Derinkuyu, qu'il fut construit par telle civilisation, pour telle raison précise, à telle date spécifique, reposent sur des inférences raisonnables mais non vérifiées. Cette honnêteté intellectuelle n'appauvrit pas la compréhension du site. Elle l'enrichit en montrant à quel point ce site continue de poser des questions ouvertes à la recherche et à quel point chaque nouvelle méthode d'analyse, chaque nouvelle fouille, chaque nouvelle traduction d'un texte ancien peut modifier notre compréhension de ce que les hommes construisirent sous la terre de Cappadoce. L'espace souterrain occupe dans les traditions mythologiques et religieuses anatoliennes une place symbolique d'une richesse et d'une complexité considérables. Cette présence symbolique ne constitue pas une preuve directe de la construction de Derinkuyu, mais elle documente un imaginaire culturel dans lequel l'idée d'un espace caché sous la terre, protecteur, sacré, dangereux ou transformateur, était profondément enracinée. Examiner ces traditions permet de comprendre comment les populations qui utilisèrent Derinkuyu intégrèrent peut-être cet espace dans leur représentation du monde et comment ces représentations ont pu, à leur tour, influencer la manière dont le site fut construit, utilisé et commémoré. La mythologie hittite offre plusieurs récits impliquant des espaces souterrains ou des divinités liées au monde chthonien.
Le mythe de Télipinu, déjà mentionné dans une section précédente, décrit une divinité de la fertilité qui disparaît dans le sol, s'endormant dans un champ ou dans une forêt selon les versions, plongeant le monde dans la stérilité jusqu'à ce qu'elle soit rappelée à la vie par les efforts des autres dieux. Ce récit, qui a été comparé au mythe saisonnier de mort et de résurrection de la végétation présent dans de nombreuses cultures, place le souterrain dans une position ambivalente. C'est un espace de retrait et de protection potentielle, mais aussi un espace de séparation du monde vivant. Le cycle mythologique du dieu de l'orage et du serpent Illuyanka présente également des éléments souterrains ou chtoniens. Dans certaines versions du mythe, le combat cosmique entre ces deux puissances se déroule dans ou aux abords d'espaces cachés, creusés ou enfouis. Les interprétations académiques de ce mythe l'associent généralement aux tensions symboliques entre les forces célestes et terrestres, entre l'ordre et le chaos, entre la maîtrise de la nature et sa puissance incontrôlable. La dimension souterraine de ce combat symbolique reflète une vision du monde dans laquelle les forces les plus dangereuses, comme les plus protectrices, habitent les profondeurs. La religion hittite incluait également un culte des divinités souterraines, distinctes des divinités célestes. Ces divinités chtoniennes étaient associées à la mort, aux ancêtres, à la fertilité du sol et à certaines pratiques rituelles qui se déroulaient dans des fosses creusées dans le sol ou dans des espaces souterrains naturels ou artificiels. Les textes rituels hittites décrivent des offrandes déposées dans des fosses, des invocations adressées aux divinités d'en bas et des pratiques de communication avec les morts qui présupposent une cosmologie dans laquelle le monde souterrain est un espace peuplé et accessible, sous certaines conditions, depuis le monde des vivants. Ces pratiques rituelles liées au souterrain ne sont pas propres aux Hittites. Elles s'inscrivent dans un ensemble de traditions religieuses du Proche-Orient ancien qui partagent une vision cosmologique similaire, dans laquelle le monde est divisé verticalement en une sphère céleste, une sphère terrestre et une sphère souterraine, chacune habitée par des êtres et des forces spécifiques. La Mésopotamie avait son monde des morts souterrains, l'Aralu, décrit dans des textes comme la descente d'Inanna. L'Égypte avait sa Douat, le monde souterrain du voyage nocturne du soleil. La Grèce avait son Hadès. Ces représentations partagent une logique cosmologique commune qui place les morts et certaines puissances divines dans un espace sous la terre, accessible aux vivants dans des circonstances exceptionnelles. Dans la tradition cappadocienne spécifiquement, des récits locaux collectés au XXe siècle évoquent des espaces souterrains habités par des êtres surnaturels, des créatures des protectrices, des trésors cachés, des passages vers d'autres mondes. Ces récits, dont certains semblent liés à des expériences réelles de découverte d'espaces souterrains anciens, illustrent la manière dont la mémoire d'infrastructures historiques peut se transformer au fil des siècles en représentation mythologique. Le complexe souterrain réel devient la grotte enchantée du récit populaire, le refuge historique se transforme en espace magique, et la logique pratique de l'ingénierie ancienne se recouvre d'une couche de représentation symbolique qui la rend à la fois plus présente dans la culture populaire et plus difficile à analyser historiquement. Cette transformation mémorielle est un phénomène universel dans l'histoire des sites archéologiques. Des lieux de fonction pratique deviennent des lieux mythologiques. Des routes commerciales deviennent les chemins des héros, des greniers collectifs deviennent les temples de divinités de l'abondance, des refuges souterrains deviennent les demeures de monstres ou les entrées de mondes parallèles. Comprendre ce processus de transformation est essentiel pour ne pas confondre le mythe avec l'histoire, mais aussi pour ne pas rejeter le mythe comme simple fiction. Il contient, même transformé et déformé, une mémoire de fonction réelle. Le christianisme cappadocien développa sa propre symbolique de l'espace souterrain, en partie héritée de traditions plus anciennes et en partie reformulée dans le cadre de la théologie chrétienne. Les grottes et les espaces souterrains furent associés à des saintes Ernst, à des lieux de révélation divine, à des espaces de purification spirituelle. Cette symbolique du retrait souterrain comme forme de rapprochement du divin est documentée dans de nombreux textes hagiographiques cappadociens. Elle contribua à sacraliser les espaces souterrains dans la culture chrétienne locale, renforçant leur valeur symbolique au-delà de leur fonction défensive. Les traditions islamiques qui s'installèrent en Cappadoce après la conquête seldjoukide apportèrent là leur propre représentation de l'espace souterrain, incluant des traditions coraniques sur les gens de la caverne, les Ashab al-Kahf,
dont le récit présente des parallèles intéressants avec les thèmes de refuge et de protection divine dans un espace souterrain. L'intégration de traditions locales préexistantes dans ce cadre islamique illustre une fois de plus comment les représentations symboliques de l'espace souterrain traversent les frontières culturelles et religieuses en se transformant mais en maintenant une logique symbolique fondamentale commune. L'étude de ces mythes et traditions ne nous dit pas qui construisit Derinkuyu ni pourquoi, mais elle nous dit dans quel tissu culturel ce site s'est inscrit, comment il fut probablement perçu et vécu par ses occupants à différentes époques, et comment la mémoire de sa fonction pratique se transmit, se transforma et survécut dans des représentations symboliques qui continuent d'exercer leur fascination aujourd'hui. C'est une dimension de l'histoire du site aussi réelle que ses couloirs et ses puits, même si elle ne se lit pas dans la roche, mais dans les textes et les récits que les populations cappadociennes ont produits et transmis. Si les textes anciens, les mythes et les analyses environnementales offrent des cadres d'interprétation, c'est le registre matériel, les objets physiques découverts dans le site, qui constitue l'évidence archéologique la plus directe sur la vie quotidienne dans Derinkuyu. Ce registre est cependant partiel, fragmentaire et inégalement documenté selon les zones du complexe et selon les méthodes de fouilles appliquées à différentes époques. Son examen rigoureux permet néanmoins de formuler des conclusions solides sur certains aspects de l'usage du site, tout en soulignant les limites de ce que les artefacts seuls peuvent nous apprendre. Les meules constituent l'une des catégories d'objets les plus significatives retrouvées dans le complexe. Ces instruments de mouture, généralement des meules en basalte, une roche volcanique plus dure que le tuf environnant et donc appropriée pour la mouture des céréales, témoignent de la pratique de la transformation alimentaire en sous-sol. La présence de meules dans les niveaux inférieurs du complexe indique que les occupants ne se contentaient pas de stocker des céréales déjà transformées, mais qu'ils avaient la capacité de moudre du grain sur place. Cette capacité est stratégiquement importante dans un contexte de siège ou de refuge prolongé. Elle permettait de convertir des réserves de céréales en farine fraîche, réduisant les risques liés au stockage de farine prémoulue qui se dégrade plus rapidement. La taille et le type des meules retrouvées à Derinkuyu sont généralement cohérents avec une production domestique ou semi-collective, non avec une production industrielle à grande échelle. Elles correspondent au type de mouture qui serait effectué par des unités familiales ou des petits groupes, moulant pour leurs besoins quotidiens ou hebdomadaires. Cette observation est cohérente avec une organisation de l'espace souterrain en unités d'habitation relativement autonomes, chacune gérant une partie de ses ressources alimentaires de manière indépendante, mais partageant les infrastructures communes, systèmes de ventilation, puis espaces de rassemblement, systèmes de fermeture. Les pressoirs à vin et à huile représentent une autre catégorie d'artefacts particulièrement révélatrices. Ces installations, creusées dans la roche ou constituées de blocs de pierre assemblés, témoignent d'une économie agricole diversifiée qui incluait la viticulture et l'oléiculture, deux cultures emblématiques du monde méditerranéen et proche-oriental, dont les produits ont une valeur alimentaire, économique et symbolique considérable. La présence de ces installations dans l'espace souterrain indique que leurs utilisateurs n'envisageaient pas seulement de s'y réfugier temporairement avec des réserves préconstituées, mais d'y maintenir des capacités de transformation agricole sur des périodes suffisamment longues pour justifier l'investissement que représente la création et le maintien de pressoirs. Cette observation a des implications importantes pour la compréhension de la durée des séjours souterrains. Un pressoir à vin est utile lors des vendanges qui ont lieu en automne pendant une fenêtre de quelques semaines. Si des pressoirs sont intégrés dans l'espace souterrain, cela suggère soit que les vendanges pouvaient se dérouler en partie en sous-sol avec du raisin monté depuis la surface, soit que les occupants pouvaient anticiper des séjours d'une durée couvrant les saisons agricoles essentielles. Cette seconde hypothèse, si elle est exacte, implique des périodes de confinement potentiellement longues, mesurées en semaines ou en mois plutôt qu'en jours. Les outils retrouvés dans le complexe comprennent principalement des instruments métalliques de travail de la roche et de menuiserie, des récipients en céramique de différentes périodes et des éléments de métal dont certains ont été identifiés comme des composants de serrure ou de mécanismes de fermeture. La diversité typologique et chronologique de ces artefacts confirme le caractère multipériode du site et l'usage prolongé sur plusieurs siècles. Elle indique également une économie matérielle variée, intégrant à la fois des productions locales et des objets acquis par échange ou commerce.
Les analyses chimiques effectuées sur les résidus de certains récipients céramiques ont permis d'identifier des traces de vin, d'huile, de céréales et de légumineuses. Ces résidus sont cohérents avec le profil d'un site de stockage alimentaire diversifié destiné à soutenir une population pendant des périodes de confinement. La variété des denrées identifiées suggère une planification nutritionnelle, une attention portée à la diversité alimentaire au-delà de la simple survie calorique, ce qui est cohérent avec des séjours planifiés et relativement prolongés plutôt qu'avec des fuites improvisées. La céramique constitue également un outil de datation relatif. Les formes, les techniques d'un angle de fabrication et les caractéristiques du traitement de surface des céramiques évoluent de manière assez régulière à travers le temps, et les archéologues ont développé des typologies détaillées pour les céramiques anatoliennes à différentes périodes. L'analyse typochronologique des céramiques de Derinkuyu a permis d'identifier des fragments correspondant à plusieurs périodes distinctes, confirmant l'usage multiphase du site et permettant de proposer des fourchettes chronologiques approximatives pour différentes zones du complexe. Les vestiges d'ossements d'animaux, retrouvés principalement dans les zones interprétées comme des étables ou des espaces d'abattage, ont fait l'objet d'analyses zooarchéologiques limitées. Ces analyses ont identifié des restes de bovins, d'ovins, de capridés et, dans certaines zones, de chevaux. La présence de chevaux est particulièrement intéressante. Ces animaux ont une valeur économique et stratégique considérable, et leur présence dans un espace souterrain témoigne de l'importance accordée à leur protection. Elle implique également des contraintes logistiques significatives. Descendre et maintenir des chevaux dans un espace souterrain demande des installations spécifiques, ce qui confirme le niveau de planification avancé de l'infrastructure. L'analyse de l'ensemble du registre matériel de Derinkuyu conduit à une image cohérente d'un espace fonctionnel soigneusement équipé pour soutenir une vie collective prolongée. Ce n'est pas le matériel d'une population qui s'est réfugiée dans l'urgence avec ce qu'elle pouvait emporter. C'est le matériel d'un espace préparé, maintenu et équipé en anticipation de besoins récurrents. Cette préparation préalable, la constitution de réserves, l'installation des équipements de transformation alimentaire, la maintenance des systèmes de fermeture, implique un niveau d'organisation collective et de prévision à long terme que les artefacts seuls ne suffisent pas à expliquer, mais qu'ils permettent de documenter avec une précision croissante. La période qui s'étend approximativement du XIIe au Ier siècle avant notre ère représente pour la Cappadoce comme pour l'ensemble de l'Anatolie une phase de transformation politique, culturelle et économique d'une profonde ampleur. Cette période, englobant l'âge du fer, la domination achéménide et l'expansion hellénistique, est l'une des moins bien documentées pour Derinkuyu spécifiquement, mais elle constitue un contexte historique essentiel pour comprendre les conditions dans lesquelles le site fut probablement utilisé et transformé durant ces siècles. L'effondrement de l'empire hittite vers 1200 avant notre ère ouvrit une période d'environ 500 ans de relative fragmentation politique en Anatolie centrale. Dans le vide laissé par la disparition de la structure palatiale hittite, plusieurs entités politiques plus petites se développèrent. Les royaumes néo-hittites en Syrie du Nord et dans certaines parties de l'Anatolie du Sud-Est, les royaumes phrygiennes dans l'Anatolie centrale et occidentale et diverses confédérations tribales dans les régions plus périphériques. La Cappadoce, dont le nom dérive probablement d'un terme iranien signifiant « pays des beaux chevaux », émergea progressivement comme une entité géographique et politique distincte pendant cette période. La Phrygie, qui occupa une position dominante en Anatolie centrale entre le IXe et le VIIe siècle avant notre ère, mérite une attention particulière dans ce contexte. Le royaume phrygien, dont le roi légendaire Midas est associé dans la tradition grecque à des richesses extraordinaires, était centré plus à l'ouest, mais son influence culturelle et politique s'étendit jusqu'en Cappadoce. Les Phrygiens développèrent une culture matérielle distinctive, avec une architecture funéraire souterraine élaborée, des tombeaux taillés dans la roche dont certains présentent dans des similitudes formelles avec certains espaces souterrains cappadociens. Cette tradition phrygienne de l'architecture souterraine funéraire constitue un parallèle culturel intéressant, bien que la connexion directe avec Derinkuyu reste hypothétique. L'expansion assyrienne vers l'Anatolie pendant le IXe et VIIIe siècle avant notre ère représente l'une des pressions militaires les mieux documentées pour la région. Les annales assyriennes,
rédigés dans une tradition de propagande royale qui valorisait la démonstration de puissance militaire, décrivent des campagnes vers l'ouest atteignant parfois des régions proches de la Cappadoce. Même lorsque les armées assyriennes n'atteignaient pas directement la région, leur réputation de violence conquérante, la déportation de populations entières, la destruction systématique des villes récalcitrantes créaient un contexte d'insécurité régionale qui pouvait influencer les stratégies défensives des populations locales. La domination achéménide, à partir de la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère, introduisit un nouveau régime politique d'envergure impériale en Cappadoce. La satrapie de Cappadoce, intégrée dans l'Empire perse, fut soumise à un système d'administration fiscale et militaire sophistiqué, mais généralement pragmatique dans sa gestion des populations locales. Les Perses avaient tendance à maintenir des élites locales en place moyennant le paiement de tribut et la fourniture de contingents militaires, ce qui permettait une certaine continuité des structures sociales et culturelles locales. Dans ce contexte d'administration impériale relativement stable, la nécessité d'un recours constant aux espaces souterrains comme refuge d'urgence aurait pu être réduite par rapport aux périodes de plus grande instabilité. Cette hypothèse est cohérente avec l'idée que l'usage de Derinkuyu variait en intensité selon les conditions historiques. Pendant les périodes d'administration impériale stable, achéménide, puis romaine, le site aurait pu être utilisé de manière réduite, peut-être uniquement pour le stockage alimentaire ou comme réserve défensive en cas de besoin exceptionnel. Pendant les périodes d'instabilité, l'effondrement de l'âge du bronze, les raids assyriens, les invasions arabes byzantines, l'usage aurait été beaucoup plus intensif, pouvant inclure l'hébergement temporaire de populations entières. La conquête d'Alexandre le Grand à la fin du IVe siècle avant notre ère et l'hellénisation qui suivit transformèrent profondément le paysage culturel de l'Anatolie. Enfin, en Cappadoce, tel Arsinan son poétique la résistance à l'hellénisation directe fut plus forte que dans d'autres régions. Un royaume cappadocien semi-indépendant maintint son identité distincte pendant la période hellénistique, résistant à l'absorption complète dans les grandes monarchies hellénistiques. Ce maintien d'une identité culturelle locale cappadocienne est documenté dans les sources grecques, qui notent la persistance de pratiques religieuses, linguistiques et sociales distinctives dans la région. Dans ce contexte d'identité culturelle locale maintenue face aux pressions hellénistiques, les infrastructures souterraines de la région pourraient avoir eu une dimension symbolique supplémentaire au-delà de leur fonction défensive. Elles constituaient un espace proprement cappadocien, enraciné dans la géologie locale, indépendant des formes architecturales importées du monde grec. Cette interprétation est spéculative, mais elle est cohérente avec ce que l'anthropologie des espaces de résistance culturelle suggère sur la valeur symbolique des lieux associés à une tradition locale distinctive. L'incorporation de la Cappadoce dans l'Empire romain en 17 de notre ère marqua une nouvelle phase de transformation administrative. Rome développa les infrastructures routières de la région, établit des garnisons militaires et favorisa l'urbanisation. Cette intégration dans un système impérial stable et bien défendu aurait logiquement réduit la nécessité immédiate de refuges souterrains pour les populations locales. La période romaine correspond probablement à une phase de moindre usage intensif de Derinkuyu comme refuge, même si le site resta connu et potentiellement entretenu comme ressource disponible en cas de besoin. La transition de l'âge du fer à l'époque hellénistique puis romaine illustre ainsi une dynamique fondamentale de l'histoire de Derinkuyu. Sa fonction variait en réponse aux conditions politiques et sécuritaires de chaque époque. Ce n'est pas un site figé dans une fonction unique, mais un espace flexible dont l'usage était modulé par les populations qui y avaient accès en fonction de leurs besoins du moment. Cette flexibilité fonctionnelle est elle-même une forme de sophistication. Elle indique que les populations cappadociennes considéraient l'espace souterrain non pas comme une solution d'urgence de dernier recours, mais comme une ressource intégrée dans leur répertoire de stratégies d'adaptation à mobiliser selon les circonstances. Après avoir traversé 13 sections d'exploration archéologique, historique, environnementale et culturelle, il est temps de s'arrêter pour examiner avec une honnêteté particulière les limites de ce que l'interprétation actuelle permet de conclure sur Derinkuyu. Cet examen n'est pas une concession à l'ignorance. C'est une étape nécessaire de toute démarche intellectuelle rigoureuse qui reconnaît que la force d'une analyse tient autant à sa conscience de ses limites qu'à l'étendue de ses conclusions.
La limite la plus fondamentale est épistémologique. Nous interprétons un site du passé avec des cadres conceptuels du présent. Les questions que nous posons à Derinkuyu, pourquoi fut-il construit? Qu'est-ce qui effraya ses constructeurs? Comment vivait-on ici? Sont des questions formulées dans le vocabulaire et avec les préoccupations d'un observateur du XXIe siècle. Les populations qui creusèrent et utilisèrent ce site n'auraient peut-être pas reconnu ces questions comme les leurs, ou les auraient-elles formulées de manière radicalement différente. Cette distance conceptuelle entre l'interprète et l'interprété est irréductible, et elle impose une humilité permanente dans l'attribution de motivation et de sens. La deuxième limite est documentaire. Derinkuyu n'a pas livré de texte qui parle de lui-même. Toutes les interprétations textuelles que nous avons mobilisées dans cette analyse sont indirectes. Des textes qui parlent de la région, de l'époque, des pratiques défensives, des conditions climatiques, mais jamais du site lui-même de manière directe et explicite. Cette absence documentaire directe signifie que les connexions entre les textes historiques et le site physique restent des inférences, plus ou moins plausibles selon les cas, mais jamais des démonstrations. La troisième limite est archéologique. La grande majorité du site reste non fouillée ou partiellement explorée. Les données disponibles proviennent d'une fraction de l'ensemble du complexe, et les zones les plus accessibles, celles qui ont été ouvertes au public depuis 1969, ne sont pas nécessairement les plus représentatives ou les plus informatives. Des zones non accessibles pourraient d'un contenir des artefacts, des inscriptions ou des configurations architecturales qui modifieraient significativement les interprétations actuelles. Toute conclusion sur Derinkuyu est donc provisoirement fondée sur un échantillon dont la représentativité ne peut être garantie. La quatrième limite est méthodologique et concerne spécifiquement les méthodes de datation. Les techniques actuelles, aussi sophistiquées soient-elles, produisent des résultats entachés d'incertitudes statistiques et méthodologiques significatives dans le cas de ce site. Les datations proposées pour les différentes phases de construction sont des fourchettes probabilistes, non des certitudes. Les débats chronologiques entre spécialistes sur les phases de construction de Derinkuyu reflètent cette incertitude inhérente et ne pourront être résolus que par des analyses supplémentaires sur des échantillons mieux contextualisés stratigraphiquement. La cinquième limite est interprétative et concerne l'attribution de motivation. Nous avons proposé plusieurs catégories d'explications pour la construction et l'usage de Derinkuyu. La menace militaire, la pression climatique, la logique défensive contre des raids spécifiques, la tradition culturelle de l'espace souterrain. Toutes ces explications sont cohérentes avec les données disponibles, et certaines sont corroborées par des sources indirectes. Mais la cohérence d'une explication avec les données n'est pas une preuve de sa vérité. Plusieurs explications peuvent être simultanément cohérentes avec les mêmes données. La vérité historique de la motivation principale des constructeurs de Derinkuyu, si tant est qu'il y ait eu une motivation principale et non une combinaison de facteurs variables selon les phases, reste inaccessible dans l'état actuel de la recherche. La sixième limite concerne la généralisation. Derinkuyu est un site exceptionnel par son étendue et sa sophistication, mais il s'inscrit dans une tradition régionale de l'habitat souterrain cappadocien. Les conclusions tirées de l'analyse de Derinkuyu ne peuvent pas être directement transposées à d'autres sites souterrains de la région sans vérification spécifique. Chaque complexe a son histoire propre, ses phases de construction distinctes, ses contextes d'usage spécifiques. Généraliser à partir de Derinkuyu serait commettre l'erreur de traiter un cas particulier comme représentatif d'un ensemble plus vaste sans démonstration de cette représentativité. La septième limite est liée à la construction narrative inhérente à tout récit historique. Cette analyse a organisé les informations disponibles sur Derinkuyu dans une progression logique qui crée une impression de cohérence et de complétude. Mais cette cohérence narrative est en partie une construction de l'analyste, non une propriété intrinsèque du passé. L'histoire de Derinkuyu est probablement plus désordonnée, plus contradictoire et plus lacunaire que n'importe quelle narration ne peut l'exprimer. Chaque fil narratif que nous tirons met en avant certains aspects et en relègue d'autres, créant une image partielle et partiellement fictive de la réalité passée. Face à ces limites multiples et imbriquées, quelle est la posture intellectuelle la plus honnête? Elle consiste à maintenir simultanément deux attitudes en apparence contradictoires, une confiance dans les méthodes et les conclusions les mieux fondées, et une ouverture permanente à la révision en fonction de nouvelles données. Cette posture n'est pas agnostique.
Elle reconnaît que certaines conclusions sont plus solides que d'autres, que certaines interprétations sont mieux fondées que leurs alternatives et que la recherche archéologique produit un progrès réel dans la connaissance. Mais elle refuse la fausse certitude, la clôture prématurée des questions et la transformation de probabilités en faits établis. Pour Derin Kouillou spécifiquement, les conclusions les plus solides sont les suivantes. Le site est un complexe souterrain multiphase creusé dans le tuf volcanique de Cappadoce, utilisé à des fins de refuge et de stockage sur plusieurs siècles ou millénaires par des populations dont les identités culturelles précises restent partiellement indéterminées, dans un contexte d'insécurité récurrente liée à des facteurs militaires, environnementaux et politiques. Ces conclusions sont modestes comparées aux affirmations spectaculaires qui circulent parfois sur ce site, mais elles sont fondées et résistantes à la critique. Ce que nous ne savons pas, la date précise de fondation, l'identité des premiers, le constructeur, la nature exacte des menaces initiales, l'étendue totale du complexe, restent ouverts. Et c'est dans cet espace ouvert que la recherche archéologique continue de progresser, une fouille, une analyse, une traduction à la fois. Au terme de cette exploration, il convient de revenir à ce qui précède toute interprétation, la roche elle-même. Les parois de tuf volcanique de Derin Kouillou, marquées par les mains de générations d'artisans anonymes, constituent l'évidence primaire à partir de laquelle tout le reste de l'analyse a été construit. Ce retour aux matériaux, après le long voyage à travers les textes, les hypothèses et les reconstructions, n'est pas une retraite de la pensée. C'est une reconnaissance de la hiérarchie des sources dans la démarche archéologique. Les marques d'outils de visibles sur certaines parois sont peut-être les traces les plus directes de présence humaine que Derin Kouillou préserve. Chaque entaille régulière dans le tuf représente le geste d'une personne qui a décidé, à un moment précis, d'approfondir l'espace d'1 centimètre de plus, de corriger un angle, de lisser une surface. Ces gestes accumulés sur des générations constituent l'acte fondateur du site, bien avant que celui-ci ne prenne une signification historique, mythologique ou archéologique. Il y a dans ces marques une humanité immédiate et silencieuse que les reconstructions historiques les plus sophistiquées ne peuvent pas tout à fait saisir. Cette humanité immédiate est aussi ce qui rend les grandes théories sur Derin Kouillou, les théories de complot cosmique, de civilisation cachée, de connaissances supprimées, si réductrices, malgré leur apparent souci de grandeur. Elles remplacent des personnes réelles, des familles, des communautés, des artisans, des parents et des enfants, par des entités abstraites et mythologiques. Elles transforment un acte de survie humaine, creusé sous la terre pour protéger ses proches et ses ressources, en mystère inaccessible, comme si la capacité humaine ordinaire à résoudre des problèmes pratiques était insuffisante pour expliquer ce qui a été accompli ici. Or, ce qui a été accompli ici est suffisamment impressionnant pour n'avoir besoin d'aucune amplification. Creusé sans technologie industrielle, un réseau souterrain de 18 niveaux et d'environ 4 hectares de surface, équipé de systèmes de ventilation fonctionnels, d'un approvisionnement en eau intégrée, de capacités de transformation alimentaire et de défense architecturale sophistiquée, représente un accomplissement collectif d'une envergure remarquable. Le reconnaître pour ce qu'il est, le produit d'une intelligence collective, d'un savoir-faire transmis sur des générations, d'une organisation sociale capable de mobiliser des ressources et des compétences sur le long terme, est plus respectueux pour les populations qui le créèrent que n'importe quelle théorie qui leur attribuerait des capacités surnaturelles ou des connexions avec des forces mystérieuses. Le paysage de la Cappadoce, vu depuis la surface, est d'une beauté sobre et ancienne. Les formations rocheuses érodées, les vallées creusées par des siècles de ruissellement, les plaines agricoles qui s'étendent vers l'horizon sous un ciel souvent limpide. C'est dans ce paysage que vivaient dans les populations qui construisirent Derin Kouillou. Elles connaissaient ce sol, ses propriétés, ses ressources et ses limites d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer à distance. Elles avaient appris, au fil des générations, à lire la roche, à identifier les zones où l'excavation était possible et où elle était risquée, à planifier des espaces souterrains qui ne s'effondreraient pas sous le poids de la terre au-dessus. Cette connaissance du sol, une géologie empirique transmise par la pratique plutôt que par des textes, est l'une des formes de savoir les moins visibles dans les archives historiques, mais l'une des plus fondamentales pour comprendre comment des sociétés pré-industrielles s'adaptaient à leurs environnements. Elle ne laisse pas de traces textuelles. Elle laisse des structures dans la roche, des puits fonctionnels, des couloirs stables après des millénaires, des preuves de compétences infiniment plus convaincantes que n'importe quel texte de glorification.
La question posée en titre de cette analyse, qu'est-ce qui effraya suffisamment les anciens pour construire ceci, peut maintenant recevoir une réponse nuancée. Ce qui motiva la construction de Derinkuyu n'était probablement pas une peur unique, fondatrice et ponctuelle, mais une accumulation de pressions récurrentes, l'insécurité militaire d'un carrefour géopolitique traversé par des puissances de successives, la fragilité d'une économie agricole soumise aux aléas climatiques, la vulnérabilité des populations rurales face à des forces qu'elles ne pouvaient ni contrôler ni fuir facilement. Face à ces pressions, et disposant d'une roche favorable à l'excavation, ces populations développèrent une solution pratique et durable. Mais cette réponse doit être immédiatement complétée d'une nuance essentielle. La construction de Derinkuyu n'était pas seulement une réponse à la peur, elle était aussi une affirmation de capacité collective, de planification, de transmission intergénérationnelle du savoir. Elle témoigne d'une communauté qui ne subissait pas passivement son environnement d'insécurité, mais qui le gérait activement avec les ressources à sa disposition. La peur était peut-être le moteur initial, mais la réponse fut de l'ordre de la compétence et de l'organisation, non de la panique. Il reste sous les plaines de la Cappadoce des zones que les archéologues n'ont pas encore explorées, des anomalies géophysiques qui pourraient en indiquer des extensions non documentées, des couloirs partiellement obstrués dont le dégagement révélerait peut-être des phases de construction insoupçonnées, des fragments de céramique dans des contextes stratigraphiques qui étaient préservés, qui permettraient mieux de préciser des chronologies encore floues. La recherche sur Derinkuyu n'est pas close, elle est en cours, progressant selon les rythmes lents et rigoureux de l'archéologie. Ce que la roche de Derinkuyu conserve finalement, c'est une trace de la condition humaine dans sa forme la plus essentielle, la capacité à transformer un environnement naturel en espace habitable, à préserver ce qui est vital face à ce qui menace, à transmettre à ceux qui viennent après ce que ceux qui sont venus avant ont appris. Ce n'est pas un mystère. C'est une histoire humaine, longue, stratifiée et incomplète, comme toutes les histoires humaines. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle mérite d'être examinée avec patience, avec rigueur et avec le respect que toute trace d'humanité passée demande à ceux qui ont la chance de la rencontrer. Sous la plaine, la roche attend. Elle ne dit rien de plus que ce que ses marques permettent de lire. Et ce qu'elles permettent de lire est déjà considérable.